Faites du lien, un podcast qui pédale à la rencontre de notre culture, produit par Benoît Val. Hey, c'est moi Benoît. Et si je vous disais qu'il y a quelques temps, j'ai parlé à mes collègues mon souhait de faire un tour de France des liens en vélo. Refaire le premier Tour de France de 1903. Je l'ai choisi parce qu'il passe par les villages de mon enfance, dans le Loiret, la Nièvre, mais surtout la Loire-Atlantique. Alors je regarde sur internet, je lis, je questionne les amis, je questionne les collègues, et je passe par toutes ces idées de projets qui finalement font très vite penser à l'archétype d'un mec qui quitte sa grande ville pour se reconnecter à son pays. En gros, un néo-rural en quête de sens, quoi. Et bingo, j'ai trouvé mon thème. Et pourquoi pas créer Fête du lien, un Tour de France où je pourrais être bénévole dans les manifestations. Comprendre comment les habitants et les collectivités font pour faire rassembler tout le monde à un moment précis dans l'année. Je veux les difficultés, et aussi toutes les joies en faisant parler les jeunes, les moins jeunes. Je veux comprendre les émotions que ça procure. De voir l'accomplissement de mois de travail pour faire danser 300 personnes sur du ABBA par exemple. Et puis vous savez quoi ? J'ai encore mieux. Je vais écrire des podcasts pour raconter ce que représente vraiment, historiquement, toutes ces manifs. Et c'est finalement au travail, dans l'open space du boulot que tout commence. À la machine à café, pour changer. Ma collègue et amie, Agatha, me dit « Non mais mon bébé, tu connais pas la fête de la sorcière ? Ah c'est paumé, hein, mais c'est vraiment le truc qu'il te faut. Allez viens, je t'emmène. » Et en plus, c'est le village de ma famille, elle me dit. Et j'y serai bénévole le week-end prochain. Bon, là en l'occurrence, la proposition d'Agatha regroupe tout ce dont je rêve pour mon premier projet. Bon, même si le Berry, c'est pas la région qui me tente le plus. Bon, ça je lui ai pas dit. Mais j'avoue qu'elle me l'a bien vendu, la collègue. Et puis, il fait beau ce week-end, ça me donnera une occasion pour bouger mes fesses un peu. C'est le grand jour, on est vendredi. Me voilà dans un train direction Châteauroux avec bien sûr mon fidèle destrier. Clairement, impossible d'aller à la fête de la sorcière sans comprendre qu'est-ce que c'est que tout ce mythe autour de la sorcellerie dans le Berry. Et même en France en général. Alors j'en profite pour choper la définition de la sorcellerie. Bon, cette définition, elle confirme bien mon impression d'imaginaire collectif hyper négatif sur toute cette pratique. Genre la place de la sorcière, elle est plus sur l'échafaud que dans nos cœurs. Mais alors pourquoi toute cette haine contre les sorcières ? Et surtout pourquoi elles nous jettent des sorts ? En gros, ce serait un peu un fétichisme du mal, quoi. Eh bien, ça me paraît un peu léger, cette explication. Alors c'est à ce moment-là que j'ai interviewé ma collègue Agatha, dont une partie de sa famille est active dans la construction de cette fête tous les ans. Agatha, qui par ailleurs a beaucoup étudié le sujet de la sorcellerie dans ses études d'anthropo, a des idées bien claires sur la question de la sorcière au bûcher. Je me rappelle chez ma grand-mère, il y avait justement ma grand-mère du Berry, elle avait une poupée sorcière là qui est encore accrochée aujourd'hui sur le mur. Et quand j'étais petite, elle me fascinait. Elle était absolument cireuse et hideuse en fait. Elle me fascinait par sa laideur en fait. Et je comprenais pas trop ce qu'elle incarnait. Et en grandissant évidemment, on essaye de s'approprier un peu plus ses peurs, de les situer, de les comprendre, etc. Et l'anthropologie et la sociologie m'ont donné des clés assez pertinentes pour essayer de comprendre certaines choses. Et justement, j'ai eu l'opportunité de travailler sur Jeanne Favre-Sada. Justement, elle travaille sur la sorcellerie dans le bocage normand, ou sur le réalisateur, je crois que c'est Jean Rioux, si je dis pas n'importe quoi, qui montre comment la sorcellerie en fait fait partie intégrante de certaines cultures. Et du coup, tout ça, en fait, ça m'a vachement questionné, et ça m'a poussé aussi à me renseigner sur mon territoire, en fait, sur le Pays Basque aussi. Et je me suis rendu compte qu'en fait ça avait été une terre de massacre absolu, quoi. Et qu'en fait toutes les femmes qui incarnaient un espèce de pouvoir et qui menaçaient en fait l'ordre dominant, on les mettait au bûcher, quoi. Et voilà, que ce soit des femmes célibataires, des femmes veuves. Enfin en fait
toutes ces femmes-là, elles étaient affublées de stéréotypes ultra péjoratifs et diabolisés pour légitimer en fait le fait qu'on les brûlait, quoi. Donc en fait, en grandissant, la peur que j'avais envers la figure de la sorcière s'est transformée en quelque chose limite, en quelque chose d'admiratif, quoi. J'ai essayé de réempouvoirer le terme et je me disais en fait les sorcières, toutes les femmes qu'on targuait de sorcières, en fait, c'était juste des femmes fortes et subversives, quoi. Donc j'ai eu un rapport, une espèce d'inversion. Parce que c'est vrai que la figure de la sorcière, elle occupe une place un peu centrale dans la culture française. Que ce soit dans les contes, dans les films, dans les chansons. Je pense par exemple, je sais pas, à Blanche-Neige ou La Belle au bois dormant. Il y a toujours cette figure-là un peu de la sorcière avec tous les artifices un peu qu'elle incarne, quoi, que ce soit avec le nez crochu, les cheveux blancs. Enfin voilà, toujours cette figure-là un peu diabolique. Donc elle a évidemment fait partie de mon imaginaire. Bon, me voilà enfin à la gare de Châteauroux. Là où je continue, à vélo. Et je sais pas pourquoi, mais là tout commence à faire sens. Pourquoi on a toujours cette image hyper sombre de la sorcière? Alors qu'en vrai, comme dit Agatha, elle faisait surtout peur parce qu'elle cochait toutes les cases de ce que l'Église et la société détestaient. Une femme seule, indépendante, libre quoi. Et aujourd'hui, c'est presque l'inverse. La sorcière, elle est devenue un symbole. Certains l'utilisent même pour parler des droits des femmes. Et ce retournement, il sort pas de nulle part. Déjà au milieu du 19e siècle, avec le livre « Sorcière » de Jules Michelet, on commence à voir les choses un peu différemment. Chez lui, la sorcière, c'est plus une méchante avec un balai. C'est une femme qui sait faire des choses, qui sait des choses, qui dérange, et qui, au fond, tient tête au pouvoir. Pas si monstrueuse que ça, en fait, la sorcière. Me voilà en pleine forêt dominicale de Châteauroux, lancé à fond. Bon, à fond version vélo, faut pas exagérer non plus. Direction la fête de la sorcière, où la famille d'Agatha m'attend. Et déjà, je sens que ça va être une bonne après-midi. D'autant plus que mon échauffement commence fort. 2 magnifiques chevreuils déboulent juste devant moi. Alors oui, sur le moment, j'ai testé un peu mes réflexes et mon cardio. Du coup, pour reprendre mon souffle, je profite du calme ambiant pour réécouter mon interview avec ma collègue. Elle me raconte les coulisses de Beaunu, ce petit village plein de charme, rattaché à la commune de Cuzion, en plein cœur du Berry. Alors j'ai un lien hyper intime, quoi. Je suis hyper attachée à ce village-là parce que c'est un village où je vais depuis que j'ai l'âge de 10 ans, où je retrouve ma famille, où je retrouve mon cousin Bartholomé avec qui on s'entend merveilleusement bien, et chaque été on se retrouvait ensemble avec une bande de copains qu'on avait dans le village. On faisait plein de trucs ensemble, on se baladait, on allait au lac, on faisait des feux, on pique-niquait, enfin juste la vie rêvée qu'on imagine en vacances. Donc pour moi le bonus c'est vraiment le symbole en fait des années de kiff, quoi. Donc en fait la fête de la sorcière elle arrivait que très tardivement en fait. Mais encore une fois les souvenirs que j'en ai petite, déjà pour moi c'était un moment de retrouvailles parce que comme on est originaire du Pays Basque et que ma famille, j'ai ma grand-mère, mes tantes, etc., mon oncle, mes cousins qui habitent par le Berry. C'était un moment de retrouvailles, donc c'était un moment joyeux parce qu'on se retrouvait tous, mais encore une fois, je rattachais cette fête-là aussi à la peur, en fait. Et surtout que l'association qui fait vivre cette fête-là, c'est l'Amicale, et elle fait venir toujours des artistes ultra bien maquillés, déguisés, habillés, et en l'occurrence, ils font venir encore des échassiers, qui incarnait merveilleusement bien cette figure diabolique qui nous coursait dans les rues, et on était absolument tétanisés, quoi. Mais aujourd'hui j'ai plus du tout ce même rapport à la fête, hein. Aujourd'hui la fête c'est la définition même du bon vivre, quoi. On est là pour rire, manger, partager, voir les gens du village avec qui on n'a pas discuté depuis quelque temps, mettre la main à la pâte, danser. Enfin c'est vraiment que des bonnes ondes et des bons souvenirs, quoi. Ça crée aussi des nouvelles formes de sociabilité, ça permet de rencontrer des gens, ça fait vivre en fait le village, et ça crée une espèce de foisonnement, quoi. Bon, là, je vais vous sortir un vocal. Enregistré pendant un apéro de la semaine dernière avec Serena et Agatha.
Mais je vous assure, c'était du sérieux. Petite parenthèse quand même. Serena, c'est pas n'importe qui. C'est une anthropologue. Elle adore tout ce qui touche à la sorcellerie, aux croyances, tout ça. Serena Bindi, elle est maître de conférences et enseignante-chercheuse à Paris-Cité. Et surtout, elle est à 2 doigts de poser un RTT pour venir au prochain Bonus en sorcellerie le 18 octobre. Ce qui honnêtement en dit long sur l'événement. C'est intéressant le fait que maintenant, la sorcellerie à Bonnu devient festival, devient folklore. C'est très intéressant. Quand tu me l'as dit, la première chose que j'ai pensé, si la sorcellerie devient folklore, ça veut dire qu'à Bonnu, elle n'est plus en fait très présent dans la société rurale. Peut-être elle n'est plus pratiquée en tant que telle parce qu'elle se folklorise. Après, en réfléchissant, je me suis dit que d'un côté, ça c'est ce qu'on dit du patrimoine. En fait, depuis maintenant, le discours patrimonial est très dominant dans nos sociétés depuis au moins 50-60 ans. Et on a en fait surtout des débats qu'on a eu avec la notion du patrimoine culturel immatériel à l'UNESCO. Donc, toutes les pratiques qui deviennent patrimoine culturel immatériel, pratiques culturelles qu'on essaie de patrimonialiser, effectivement, cette envie de patrimonialiser, elle est née d'un constat de la perte. Donc l'idée qu'on pratique, on est en train de la perdre, on pourrait la perdre, elle va peut-être pas survivre, elle est fragile. Tout cet ensemble de considérations font que on a envie de la patrimonialiser. Avec, deuxième ensemble de considérations, l'idée que cette pratique est représentative d'une identité, d'une culture. Donc il y a ces dimensions, mais la dimension de fragilité elle est là aussi. Donc il y a la dimension de représentativité d'un patrimoine, mais d'un élément qui devient patrimonial, mais il y a aussi la dimension de fragilité. On se demande, en croyant au festival de la sorcellerie, ce n'est pas aussi une façon de faire en sorte qu'on s'y rappellera une fois qu'elle sera peu pratiquée par les vieux du village. Ok, alors je comprends mieux pourquoi on s'amuse à réveiller nos imaginaires. Pourquoi on veut faire revivre ce patrimoine aujourd'hui immatériel. On est en train de le perdre. C'est que moi, quand on parle de sorcellerie aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à dire. En revanche, quand on parle de ce sujet à nos anciens, c'est encore super présent dans leur tête. Mais est-ce qu'on s'aperçoit qu'on fait de ce sujet car on est en perdition de celui-ci? Et ça, c'est plutôt clair pour Agatha et Serena. C'est un objet qui a rassemblé. C'est une commune où il y a 200 habitants l'année. Oui. Et à la fête de la sorcière, il y a 2000, peut-être 1000 ou 2000 personnes qui viennent. Et c'est transgénérationnel. On discute, des jeunes, des vieux, on est bénévoles. On essaie de participer, on se déguise, on se maquille, c'est marrant. C'est peut-être un peu con, c'est pas politisé. C'est pas du tout dans une quête de revendication d'un héritage perdu. C'est juste un objet stratégique qu'on a réinvesti, qu'on a réinventé pour attirer du monde. Ouais. Si Bonus était le lieu de production des marrons, on aurait fait la fête du marron. Sauf que le marron, c'est pas aussi folklorique et insistant que ça. Genre une commune qui est perdue, qui est invisibilisée, bah vas-y, on prend des figures mystiques, un peu symboliques, un peu imaginaires. D'un point de vue anthropologique, ça fait chier parce que parce que c'est des symboles qui sont chargés et on se dit ça souille l'histoire. Mais ça fonctionne pour... Mais en même temps, je comprends pour les communautés locales parce que d'un point de vue artisanal, ça marche, parce que pour les jeunes, ça marche, parce que pour les vieux, ça fait vivre, ça fait vibrer. Du coup, il y a une folklorisation, mais pas du tout dans le sens de revendication. Bon, au moins c'est clair. Moi je trouve ça plutôt bien qu'on fasse perdurer notre histoire et de la transmettre aux futures générations, même si on respecte pas tout à la lettre. Mais j'ai une question essentielle qui me vient en tête. Si aujourd'hui, on fête la sorcellerie car c'est en perdition, comment expliquer le recul de ces croyances dans la société moderne? En gros, pourquoi les sorcières, ça court plus les rues aujourd'hui? Donc moi je pense que si on devait expliquer, effectivement, il y a l'importance en fait de tout un ensemble de savoirs scientifiques, cartésiennes, qui sont liés en fait à une image de l'individu moderne et capitaliste, en fait, qui ont en fait acquis un pouvoir symbolique de définition de la personne dans ce type de contexte-là. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on croit quand même beaucoup moins à la sorcellerie. Genre, si t'as envie de te venger de quelqu'un,
tu passes pas par un sort bizarre, mais tu passes par la justice. Et si ta maison brûle, tu te dis pas direct « Ok, quelqu'un m'a jeté un sort ». Tu penses plutôt à un court-circuit, assurance, paperasse, bref, le vrai cauchemar moderne, quoi. En fait, au 19e siècle, on commence doucement à changer de logiciel. Comme dirait Serena, pensée plus cartésienne, urbanisation, montée d'une médecine plus officielle, développement de la justice. Petit à petit, on comprend qu'un truc inexpliqué, c'est pas forcément le diable qui traîne dans le coin. Bon, même si entre nous, parfois, ça arrangerait presque d'avoir une explication aussi simple. Mais du coup, moi, ça me donne envie de creuser autre chose. Qu'est-ce qui reste de la sorcellerie aujourd'hui ? Parce que les magnétiseurs, les hypnotiseurs, les rebouteux, les coupeurs de feu, les sourciers, moi je les ai déjà tous croisés. Et plus dingue encore, j'en ai dans ma famille. Alors est-ce que c'est juste une version modernisée, un peu relookée, un peu médicalisée des anciens savoirs populaires ? Bonne question. Bon, en attendant, moi j'arrive enfin à Beaunu. Comme d'habitude, ultra en retard. Faites du lien, un podcast qui pédale à la rencontre de notre culture, produit par Benoît Val. La forêt chantait, le soleil brillait, au bout des marécages. Ça représente les copains, la gnôle, le partage, la bouffe, voilà, la fête, c'est sympa. Hot dog à 3 €, un hot dog acheté, un bonheur retrouvé. Il reste 15 hot dogs. C'est bon. Ah oui, ouais. Le soleil jour et nuit dans les yeux de midi. Voilà, ça ressemble à ça à Beaunu. Un petit village qui d'un coup explose de vie. Un week-end où tout le monde est là. Partout, tout le temps, presque trop pour un seul endroit. Et en vrai, c'est pas juste une fête. C'est toute une équipe derrière. L'amicale, les habitants, les élus, les gens qui bossent toute l'année pour que pendant 2 jours, tout paraisse tout simple. Et moi, je crois que c'est ça ce qui me touche le plus. C'est pas juste la fête en elle-même, mais tout ce qu'elle provoque. Parce que j'ai vu des grands-mères rire comme si elles avaient 20 ans. Des grands-pères faire de l'auto-tamponneuse. Des enfants complètement scotchés devant leur premier feu d'artifice. Et des jeunes, venus de tous les villages autour, dansaient jusqu'à 3h du mat, comme si le lundi n'existait pas. Franchement, ça fait quelque chose. Mais faut pas que je perde le fil, parce que ma question, elle est toujours là, quelque part au milieu de tout ça. C'est quoi la sorcellerie d'aujourd'hui ? Cette espèce de médecine parallèle, qu'on voit de plus en plus débarquer en ville, mais qui en réalité a jamais vraiment quitté les villages. Ah oui, du coup, historiquement, quand même, cette manifestation, elle est super importante. Elle existe dans sa forme actuelle depuis seulement 30 ans. Et à la base, elle a été créée par un groupe d'amis. Mais elle s'appuie sur un héritage beaucoup plus ancien. On est dans une région où les croyances populaires autour de la sorcellerie sont très ancrées, transmises depuis des générations. Donc aujourd'hui, la fête, c'est un peu la mise en scène moderne d'une terre qu'on considère vraiment comme une terre de sorciers. Bon, me voilà de retour à la ville, car j'ai réussi à trouver la perle pour répondre à mes questions. Il s'appelle François Fournier, il habite à Paris, il est thérapeute énergicien, magnétiseur et prof de Qigong. Il m'a expliqué son rapport au magnétisme, son rapport aux gens, et quel pourrait être l'un des héritages de la sorcellerie aujourd'hui. Parce que oui, le magnétisme, ça a été considéré pendant longtemps comme une forme de sorcellerie. Alors qu'on le sait tous aujourd'hui, les deux, ils sont incomparables. Le magnétisme, c'est une fonction humaine, c'est une fonction du corps physique, ça fait partie de la potentialité du corps. Nous avons des corps dont on sait qu'ils sont biologiques, on sait qu'ils sont aussi électromagnétiques, donc il y a des polarités. Et un magnétiseur, c'est juste quelqu'un qui a une aptitude à remettre dans l'ordre dans les polarités, dans les énergies.
Donc en fait, à partir du moment où il y a une dysfonction, qu'elle soit organique, physique, psychique, émotionnelle ou autre, voilà, ça va toujours se traduire dans le rapport électromagnétique du corps, dans l'énergie, on va généraliser en disant dans l'énergie de la personne. Le magnétiseur est quelqu'un qui a la capacité de comprendre et de lire ces énergies et de les rééquilibrer. Donc il va utiliser pour ça à la fois ses perceptions, ses capacités, et utiliser comme outil principal ses mains, qui sont des grands vecteurs de l'énergie. Mais il y a des magnétiseurs qui travaillent comme ça, sans aucun geste. Les coupeurs de feu, par exemple, c'est pas du magnétisme, c'est pas un travail de magnétiseur, mais ils coupent le feu comme ça. Pas besoin d'action physique directe, c'est une action subtile. Le magnétisme, d'abord historiquement, pendant longtemps, ça a été considéré comme une forme de sorcellerie. Enfin, pendant très longtemps, on a considéré tout ce qu'on n'explique pas comme étant de la sorcellerie. Et puis les religions s'en sont mêlées, puisqu'elles voulaient quand même s'accaparer un certain pouvoir spirituel, et porteur d'un message. Et donc tout ce qui sortait de là était considéré comme de la sorcellerie. Donc imagine quelqu'un qui se travaille avec un portable au Moyen-Âge, c'est un hérétique, quoi. La sorcellerie fait appel à des ressources visibles et invisibles. On peut utiliser des outils visibles, comme l'utilisation de plantes, l'utilisation d'animaux, l'utilisation de pierres, tout ça, et tout ça c'est du domaine visible. Et tu peux utiliser des domaines invisibles, c'est-à-dire incantations, des rituels, incantations de divinités, d'entités, éventuellement de décédés, enfin de toute ressource invisible. Alors ça, la sorcellerie est très riche là-dessus parce que elle a exploré pas mal de choses dans les domaines de l'invisible. Et elle utilise toutes ces ressources pour générer un résultat matériel, qui peut être porté sur la guérison, mais qui peut être aussi porté sur la maladie. Bon, si on résume, le magnétiseur, c'est loin d'être un sorcier. C'est plutôt quelqu'un qui fait du réglage énergétique, comme un garagiste du corps humain, quoi. Là où la sorcellerie peut sortir toute la boîte à outils. Plantes, rituels, incantations. Le magnétisme, lui, reste en mode minimaliste. 2 mains, un peu de ressenti, et on rééquilibre le circuit. En gros, c'est un peu comme accorder un instrument. Il change pas toute la musique. Il aide juste à ce que ça sonne juste. Et finalement, la vraie question, c'est plutôt jusqu'où le corps est capable de se réparer quand on appuie au bon endroit. Dans mes 3 interviews, Agatha, ma collègue, Serena l'anthropologue et François le magnétiseur, j'ai posé exactement la même question. C'est quoi ta définition de la sorcellerie ? Ce qui est fascinant, c'est que quand tu poses la même question à ces 3 personnes, t'obtiens 3 mondes différents. Alors je pourrais vous passer les réponses, mais honnêtement, on y serait encore demain. Ouais, ils sont quand même très passionnés. Pour François, la sorcellerie c'est presque une boîte à outils. Du visible, de l'invisible et un objectif clair, obtenir un résultat. Pour Agatha, on quitte la technique, pour rentrer dans le symbolique. La sorcière devient une figure, presque politique, une femme libre qui dérange. Et avec Serena, là on passe en mode anthropo. La sorcellerie devient un système de pensée, avec ses règles, ses catégories, et même ses nuances entre ce qu'on apprend et ce qu'on serait né avec. En gros, la sorcellerie c'est à la fois un outil, une figure, et une manière de comprendre. Et au fond, ce qui les relie tous les 3, c'est peut-être ça. La sorcellerie, c'est surtout ce qu'on fait de l'invisible pour agir sur le réel. Jusqu'ici, on a parlé de sorcellerie, d'héritage, d'imaginaire, de pratiques qui évoluent avec le temps. Mais j'avais envie d'aller un peu plus loin. Là, on change un peu de terrain. Parce qu'il existe encore aujourd'hui, en France, un cadre super officiel. Dans l'église catholique, par exemple, la question autour du diable, elle se pose pas vraiment. Elle existe. Et qui dit diable, dit aussi combat contre ce diable.
Ah, mais je crois qu'il y avait un prêtre exorciste qui a pratiqué dans le Loiret. Prêtre exorciste, je Mais sais même pas maintenant, ce je que crois c'est. qu'il est à la retraite en Vendée. Pas très loin d'ici. Tu devrais aller voir, ça pourrait être intéressant pour ton podcast. J'ai bien fait d'aller dans ce week-end familial. C'est ma famille qui m'a signalé la présence d'un prêtre anciennement exorciste, dans le village d'à côté. Le père Serge qui en plus est super chaleureux, ils me disent. Parce qu'il y a encore aujourd'hui des prêtres dont la mission principale est celle-là. Intervenir auprès de personnes qui se disent confrontées à quelque chose qui les dépasse, des possédés. On les appelle les prêtres exorcistes. Alors moi j'avoue, j'avais plein d'images en tête, je connaissais rien de tout ça. Des films, des scènes un peu caricaturales peut-être, des trucs pas très réalistes quoi. Mais la réalité elle est beaucoup plus sobre. Devenir prêtre exorciste, c'est pas une vocation qu'on choisit sur un coup de tête. C'est une mission il paraît, une mission confiée par l'église à la demande directe d'un évêque. Et ça j'avais jamais vraiment réalisé. Du coup j'ai voulu comprendre. Comment on devient prêtre exorciste concrètement ? Quelle formation ? Et surtout pourquoi eux ? Et pour ça, je suis allé à la rencontre de ce prêtre, qui a vécu tout ça de l'intérieur, le père Serge. Alors, je suis prêtre depuis 1980. J'ai eu une demande de l'évêque quand je suis arrivé dans une ville. Si, en plus du ministère qu'il me confiait, c'est-à-dire la direction d'un sanctuaire marial au cœur de la ville, où on reçoit beaucoup de gens pour la prière et pour les confessions, il m'a demandé si j'accepterais d'être pour le diocèse, donc pour un département, l'exorciste. Et j'ai répondu oui, ce que je ne regrette pas, bien que dans tous les ministères proposés, jamais je n'avais pensé être exorciste. J'étais prêt à tout faire, mais je savais qu'il y avait des exorcistes, mais je ne pensais pas qu'on me demanderait cela. Alors la formation, c'est un problème important, parce qu'il n'y a quasiment pas de formation. Maintenant, davantage, puisqu'il y a une demande plus importante dans ce domaine, on est un petit peu laissé à soi-même. Dieu vous aidera, ce qui est vrai, mais Dieu passe aussi par une formation minimum au niveau théologique, mais aussi au niveau psychologique, parce que l'aspect psychologique est important. Quand on rencontre une personne, il y a une empathie, une sympathie, surtout que ce sont les personnes qui viennent frapper à la porte de l'exorcisme, c'est des personnes qui ne vont pas bien. Quand on va chez le médecin, c'est qu'on ne va pas bien. Donc c'est souvent une souffrance qui est comment dirais-je, qui est partagée, donc au niveau émotionnel, c'est sûr. Déjà, premier constat. On ne devient pas exorciste en faisant option démon au bac. C'est ton évêque qui t'appelle, un peu comme si on te disait « on a une mission un peu particulière, on a pensé à toi ». Et toi, t'as un mois pour réfléchir, tranquille. Et ce qui frappe derrière ce rôle qu'on imagine super spectaculaire, c'est à quel point la réalité, elle est super sobre. Beaucoup plus humaine, quoi. Parce que ce que décrit le père Serge, au fond, ce ne sont pas des scènes de film, ce sont des gens qui vont mal, des gens en souffrance, qui cherchent une réponse. Et lui, il se tient là, à la frontière entre le spirituel et le très concret, avec un peu d'outils, mais pas beaucoup. Et beaucoup de responsabilités, par contre. Bref, on est assez loin de The Exorcist. Vous commencez à me connaître un peu, ça m'ouvre toute une série de questions. Parce qu'au-delà de la fonction, il y a l'humain. Est-ce qu'on peut vraiment rester à distance, ou est-ce que, forcément, ça ne traverse pas un peu émotionnellement ? Et puis, est-ce qu'il y en a de plus en plus des démons ou des gens possédés ? Ou est-ce que c'est pas simplement notre manière de les voir qui a changé ? Parce qu'au fond, ce qu'il décrit, c'est une frontière un peu floue entre le psychologique, le spirituel, et tout ce qu'on n'arrive pas vraiment à nommer. Et ce qui me démange le plus de lui poser comme question, c'est est-ce que n'importe qui peut un jour se retrouver face à ce qu'il appelle le démon ? Ou est-ce que ce sont des situations particulières, des fragilités, des parcours de vie, qui rendent certaines personnes plus exposées que d'autres ? Ou est-ce que ça peut tous nous concerner ? J'ai vraiment eu en 10 ans, j'ai eu peur une fois, vraiment peur une fois. Quand la personne qui était devant moi, grand, fort, qui se disait donc malmené par le diable, par le démon, pendant le temps d'échange et de la prière, ensuite, il me dit « mais il est là ». Je lui dis « qui ?» dit le démon. Ne vous en faites pas. On est toujours très, très fair-play dans ce domaine-là, c'est-à-dire pas stressé, Dieu est avec nous, on a une mission. Je lui dis, mais ne vous en faites pas. Il me dit, mais il est là, mais vous savez pas ce qu'il me demande.
Je dis non, mais il me demande de vous étrangler. Là, j'ai eu peur. J'ai eu peur, je vois encore mes poils de barbe se redresser, mais j'ai fait comme si je n'avais pas peur. Donc voilà, c'est la seule fois où j'ai eu peur, mais vraiment peur. D'autres fois, il y a eu des petits incidents ou accidents où, entre autres, on se sert d'un vase avec de l'eau bénite, et ce vase, souvent, est en métal, et par 2 fois, la personne pour qui je priais et à qui j'allais que j'allais asperger de cette eau bénite m'a pris le bénitier, comme on appelle ce vase, d'entre les mains et me l'a lancé à la figure. Alors, une fois, je me suis protégé avec mon livre, mon rituel, et qui a encore la marque. Quand je l'ai rendu à l'évêque, je lui ai dit, ben voilà, vous verrez. Et comme beaucoup de ceux qui viennent nous voir, qui venaient me voir, mais qui viennent de l'exorcisme, sont déjà suivis psychologiquement. Tous les diocèses n'avaient pas obligatoirement un exorciste, jusqu'il y a 20 ans ou 30 ans. Donc, il y a plus d'exorcistes, plus de demandes, sans doute aussi parce que, justement, il y a une recrudescence du mal, qui est toujours présent dans le monde, selon notre foi chrétienne, selon ce que nous dit la Bible et selon ce que Jésus nous a dit, mais en même temps, une perte de, comment dirais-je, de la pratique religieuse et de la foi en Dieu. Donc l'un va avec l'autre. C'est qu'il y a vraiment des esprits donc invisibles, comme nous le dit la Bible. Dieu a créé le monde visible, comme nous le disons dans notre profession de foi, et le monde invisible, auquel, dans notre Europe et notre France cartésienne, on croit assez peu. On ne croit pas à ce monde invisible. Si on va dans les pays d'Afrique, on est beaucoup plus sensible. Si on va dans les pays, comment dirais-je, de l'Orient, les pays de l'Est, on est beaucoup plus sensible. L'Église orthodoxe, par exemple, à la différence de l'Église catholique, est beaucoup plus sensible à ces esprits invisibles et ces bons esprits. Quand un prêtre célèbre la liturgie, il sait qu'il est entouré d'esprits, alors que le prêtre catholique n'y pense pas beaucoup. Donc, dans ces esprits, il y en a certains qui se sont détournés de Dieu, ça demanderait beaucoup d'explications théologiques, mais pour faire bref, qui sont dans leur liberté, parce que Dieu a créé des êtres libres, comme nous sommes libres. Ces esprits se sont détournés de Dieu et ont voulu lutter contre Dieu. Et ne pouvant s'attaquer à Dieu lui-même, ils s'attaquent à ce qu'il y a de plus beau dans la création, c'est-à-dire aux êtres humains. J'ai évoqué, je crois tout à l'heure, une petite fille, une petite adolescente, qui a jeté le bénitier et qui avait une force. On était 3 hommes, il n'y a pas beaucoup de gars comme ça, mais une force qui est absolument démesurée par rapport à ce qu'elle était. Donc c'est inexplicable. L'exorciste, le prêtre exorciste, n'est rien en lui-même. Il n'est qu'un tuyau, il n'est que l'intermédiaire entre Dieu et la personne. Donc c'est pas un magnétisme qui sort de la personne, c'est pas quelque chose que... Alors que des magnétiseurs, il y a quelque chose, qui est d'ailleurs assez indéfinissable. Il y a quand même beaucoup de réalités qu'on ne peut pas expliquer. De même, par exemple, des symptômes de maladie, de telle maladie, et la personne consulte, on fait les analyses qu'il faut, et il n'y a rien dans l'analyse, il n'y a aucune preuve que cette maladie est là. Or, la personne en a les symptômes. J'ai eu quelques médecins en disant, écoutez, ça me dépasse, vous voyez un prêtre exorciste. Donc voilà, il y a des cas inexpliqués, c'est sûr. Nous sommes dans un monde très... Et d'ailleurs, comment dire, ces esprits du mal que j'ai évoqués, dans la mesure où on prête foi à ce que nous dit la Bible, nous révèle la Bible, et ce que Jésus nous a dit, ces esprits du mal sont très très habiles. Sont très habiles, donc on est dans un monde qui est mouvant. C'est pas clair, c'est pas même le médecin, voilà, les psychologues le savent aussi.
Nous sommes dans un monde, dans la psychologie, mais là, nous sommes dans un monde mouvant, et le diable est très habile et joue beaucoup. Il est, dans la Bible, on l'appelle le père du mensonge. Et il est représenté symboliquement, dans le livre de la Genèse, par un serpent. C'est-à-dire celui qui se cache, qui ne se manifeste pas devant le visage de la personne, mais qui est à ses pieds, et qui lui suggère des choses. Et quelquefois que des jeunes font inconsciemment, ou pour s'amuser, il y a plusieurs lycées où j'ai entendu les lycéens dire bon, on s'amuse à faire tourner les tables, on faire parler les esprits. Puisque nous croyons dans ce que je dis, que les esprits existent, quand ils sont invoqués, oui, ils répondent. Et ils ont une emprise sur la personne. Ah, tu es entré en relation avec moi, je garde cette relation. Donc, ça peut jouer sûrement. Mais il y a bien d'autres pratiques auxquelles on ne pense pas, qui comment dirais-je, qui ouvrent la porte à ces esprits. Il y a certaines pratiques, certaines perversions à tous les niveaux qu'on peut connaître rapprochent de ces esprits du mal. Saint Thomas d'Aquin, qui est un grand penseur chrétien, un théologien, comme on dit, du Moyen-Âge, et auquel on se réfère encore parce qu'il avait une intelligence très marquée. Il a étudié toutes les réalités de la vie humaine et de la vie chrétienne, disait que, pour parler par une image, que le diable, ces esprits mauvais, était un chien enragé, c'est un chien enragé, mais qui est attaché. Et si on ne s'approche pas de lui, il ne vous fera rien. Mais si vous vous approchez volontairement, par exemple par ses pratiques, il a quand même une certaine liberté, une chaîne qui lui permet de, si vous approchez trop près, comment dirais-je, de vous mordre, enfin, ou de vous faire du mal. Ce qui ressort de tout ça finalement, c'est une accumulation de pratiques invisibles. Avec Agatha, on parlait de symboles, avec Serena, d'un système de pensée, et avec François, d'énergie et de corps. Avec le père Serge, on est ailleurs, dans un cadre beaucoup plus institutionnel, plus religieux, mais qui au fond décrit lui aussi une tentative de comprendre ce qui échappe. 4 regards différents, 4 manières de donner du sens à l'invisible. Et ce qui les relie, c'est peut-être ça, ce besoin très humain de nommer, d'expliquer, de contenir ce qu'on ne maîtrise parfois pas complètement. Que ce soit par du rituel, la science, la croyance ou l'expérience, on est toujours en train de rechercher des réponses. Et au final, ce podcast ne répond peut-être pas à la question de l'existence passée de la sorcellerie. Mais il montre surtout une chose, c'est ce qui nous fascine. Ce n'est pas tant la sorcellerie, le magnétiseur ou l'exorciste, c'est tout ce qu'il raconte de nous, de nos peurs, de nos croyances, et même parfois, comme à Bonnu, de notre besoin de créer du lien autour de tout ça. Et moi, je vais continuer à creuser, en vélo. Dans quelques jours, je pars sur les routes, à la rencontre de ces villages, qui chacun à leur manière font vivre des traditions, des fêtes et des histoires. Si vous en connaissez, des événements un peu particuliers, des fêtes locales, des endroits où il se passe quelque chose, surtout dites-le moi en commentaire de ce podcast. Vous pouvez également suivre ma page Instagram Faites du lien. Parce que ce voyage, au fond, il ne fait que commencer.